Paris est à vous, l'émission qui donne le meilleur de la région capitale. Aurélie Planex sur BFM Business. Et on va parler à présent d'un sujet plutôt délicat, le harcèlement au travail. Selon la DARES, un salarié sur 6 estime aujourd'hui faire l'objet de comportements hostiles sur son lieu de travail. Et sur fond de crise et de tensions sociales, eh bien, toutes les entreprises finalement peuvent être concernées. Pour en parler avec nous, Dounia Bouzard, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de Combattre le harcèlement au travail, c'est aux éditions Albin Michel. À vos côtés, Isabelle Ayachreva, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate associée chez Raphaël, avocat en droit social. Et puis à nos côtés également, Sylvie Brunet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente de l'ANDRH. D'abord, j'ai envie de vous poser la question, Isabelle Ayachreva, comment est-ce qu'on identifie le harcèlement au travail? C'est compliqué, non ? C'est compliqué, mais il y a tout un faisceau d'indices. Le harcèlement au travail nécessite un harceleur et un harcelé. Ça, ce sont les cas les plus simples où on a un individu pervers. C'est le cas le plus facile. Mais le cas le plus difficile, c'est quand le harceleur s'ignore, qu'il est en réalité victime d'une nécessité de réorganisation, d'une pression au travail et qu'il ne comprend pas comment faire travailler les autres. Et faire travailler les autres, ce n'est pas ni les rendre malades, ni les rendre fous. Et donc la difficulté à ce moment-là, c'est de comprendre ce qu'il se passe dans un service. Il y a rarement qu'un seul harcelé. Et donc, un des faisceaux peut être de regarder les arrêts maladie. Il y en a un, il y en a deux, il y en a trois. Les burn-out, par exemple, peut être les énervements, les retards. Donc, tout ce qui est déviant d'un service qui fonctionne correctement doit servir de détonateur, en tout cas, aux dirigeants, aux responsables des ressources humaines, qui est là pour observer les services et faire travailler les managers. D'où l'importance de la formation des managers, parce que faire travailler les autres, c'est un métier, et en France, on a mis du temps. Je ne pense pas que vous me contredirez, pour s'apercevoir que faire travailler les autres, c'est un métier à part entière. Et donc, il faut apprendre à écouter les autres. Donc, ça passe par la formation qui nécessite de ne pas recadrer les salariés tous les jours, qui nécessite de faire des points réguliers mais espacés, qui nécessite de réguler, par exemple, l'envoi des emails. C'est forcément entre un supérieur et... Pas toujours. En fait, c'est ce qu'on appelle le harcèlement vertical. Il y a différents types de harcèlement. On peut être harcelé par son supérieur hiérarchique. C'est quand même, en termes de contentieux, ce qui est le plus présent. Après, on peut être harcelé par quelqu'un de votre niveau qui estime que vous avez bénéficié d'une promotion et pas lui, et donc qui se venge. Vous pouvez aussi être harcelé par quelqu'un qui est en dessous de vous. Mais généralement, c'est quelqu'un... En tout cas, toutes les configurations existent, mais en général, c'est le N+1 qui a un comportement lié au harcèlement vis-à-vis de son ou de ses subordonnés, avec une réception qui est différente selon l'état mental, c'est beaucoup dire, mais en tout cas selon la fatigue nerveuse, selon la capacité nerveuse de l'individu, selon ses difficultés personnelles, etc., qui accepte ou qui n'accepte pas, et qui est en mesure de se révolter, parce que ce qui est important aussi à savoir, c'est que dans les entreprises, il existe des mécanismes de surveillance, il y a des institutions représentatives du personnel, ça c'est plutôt pour les entreprises d'au moins 50 personnes, mais même les délégués du personnel ont un pouvoir, les élus, les organisations syndicales, la médecine du travail. Donc il y a toute une série d'acteurs qui interviennent, et les ressources humaines, bien évidemment, qui sont centrales dans l'entreprise. Dounia Bouzard, vous êtes d'accord avec l'analyse qui vient d'être faite ? C'est la base juridique qui vient d'être donnée. C'est vrai qu'après, il y a toute la dimension psychologique. C'est vrai que nous, dans le livre, on a été mandaté par une entreprise où règne la diversité, c'est-à-dire Disneyland Paris, 14 000 salariés, 101 origines différentes, plus de 6% de personnes qui ont un handicap, gay-friendly, donc qui ont travaillé contre les préjugés liés à l'homosexualité. Tous ces préjugés, évidemment, peuvent être à l'origine bien sûr. Donc une entreprise engagée qui s'engage et qui se pose la question quand même, pourquoi est-ce qu'il peut exister quand même chez nous des harcèlements, ou en tout cas des tiraillements sur un thème ou un autre entre salariés déjà, et qui voulaient approfondir, qui voulaient essayer de comprendre le processus. Donc c'est vrai que à ce qui a été dit, la difficulté de la question du harcèlement, c'est qu'un harcèlement réussi est invisible. Et que le harceleur va trouver quelque chose qui fait mal à sa victime pour la dominer, pour la maîtriser sur
tout à fait autre chose que la compétence ou la ligne hiérarchique. Quelque chose qui fait mal. Ça peut être un harceleur peut voir que, tiens, quand il veut essayer d'enlever de la dignité à une personne parce qu'il est de couleur, ça ne lui fait pas mal. Mais si il atteint le fait qu'il est d'orientation homosexuelle, là, ça lui fait mal. Alors là, il va enfoncer parce qu'il y a un processus dominant-dominé qui se met en place. Nous, on a beaucoup travaillé dans le livre parce que Disneyland nous avait demandé un travail sur la question discriminatoire. On a beaucoup travaillé sur le harcèlement moral discriminatoire. C'est-à-dire que ce soit entre collègues ou avec un supérieur, on ne peut pas harceler quelqu'un sur un motif interdit par la discrimination. On ne peut pas réduire quelqu'un, on ne peut pas humilier quelqu'un parce qu'il est de couleur, il a un handicap. Tous les 19 motifs qui existent dans la loi antidiscriminatoire. Et on a cherché, et c'est un peu l'histoire du livre, à regarder l'aspect psychologique, à regarder l'aspect anthropologique aussi, c'est-à-dire pourquoi est-ce que entre salariés, on a parfois, ou entre salariés ou avec les managers, on a encore des préjugés qui restent, même quand la diversité est là, c'est-à-dire même que quand il y a des chefs qui sont ce qu'on appelle des minorités. Disneyland, c'est un endroit où il y a des chefs de couleur, il y a toutes les 19 motifs de discrimination ont été travaillés et pourtant il reste quelque chose. Donc cette envie de voir pourquoi des préjugés restent, est-ce que c'est des restes de l'histoire, est-ce que c'est des choses qu'on n'a pas parlé, est-ce qu'on a trop regardé, est-ce que les discours politiques se sont juste occupés des conditions économiques sans regarder vraiment les préjugés racistes qu'il restait dans la société, est-ce qu'il y a un tabou là-dessus, etc., etc. On a regardé aussi donc le côté juridique qui vient d'être dit mieux que moi, et puis on a regardé le côté réparation qui est fondamental, c'est-à-dire comment on accompagne celui qui a été humilié à retrouver une place au sein de la société, comment on amène l'ensemble des personnes à reconnaître ce dont il a été victime, parce que lui-même des fois il est perdu, il sait plus si c'est sa subjectivité, s'il est devenu trop sensible, si c'est vrai parce qu'il est une femme, il sait pas être autoritaire, peut-être que finalement c'est vrai, peut-être que quand on est une femme, on est moins autoritaire. Il y a une intériorisation. À le reconnaître. Oui, et puis il y a une intériorisation de la victime. On a des harcelés qui deviennent presque harceleurs, c'est-à-dire qu'ils en perdent leur latin. Quand on est humilié sans arrêt, on n'a plus de rationalité. Ils savent plus la part du vrai et la part du faux. Donc il y a on a essayé de travailler ça et de voir comment l'entreprise pouvait amener la réparation et la réhabilitation, que la personne retrouve une vraie place et ne pas déplacer les victimes. On va se tourner vers le monde de l'entreprise, Sylvie Brunet. Il y a pas mal de victimes, en tout cas un certain nombre, qui disent aujourd'hui le harcèlement c'est un peu devenu un mode de management. Est-ce que c'est vrai ça ? Alors, d'abord, le harcèlement, on l'a pas dit aussi dans les définitions, on parle d'agissement répété. Il faut quand même bien le dire, parce que oui, c'est pas une fois, c'est pas une seule fois. Voilà. C'est important dans la définition. La Cour de cassation a reconnu pour le harcèlement discriminatoire qu'un seul acte non répété pouvait constituer un harcèlement discriminatoire. Parce que le harcèlement discriminatoire est à l'intersection entre harcèlement et discrimination. En fait, dans le Code du travail et dans le Code pénal, vous avez deux notions. Mais bon, pour bien reparler de l'entreprise, un certain nombre de situations au travail, sans parler de discrimination, donc harcèlement moral, puisque c'est de cela dont nous parlons. Donc, il faut des agissements répétés. Alors, effectivement, dans les modes managériaux, de plus en plus de salariés reprochent, et on touche le sujet de près aussi des risques psychosociaux, qu'une pression un peu trop forte et pas bien expliquée pourrait s'assimiler à du harcèlement moral. Alors, moi, je voudrais juste dire que, d'abord, il y a peut-être un recours insuffisant à une procédure qui est la procédure de médiation, qui a bien des vertus, et trop souvent, on aboutit soit au contentieux, soit à des situations cachées, et ça marche insuffisamment. Soit on n'a pas forcément une vraie situation de harcèlement, parce qu'il faut faire aussi la juste mesure des choses. En fait, dans les relations au travail, on assiste à de plus en plus de conflits
conflit parce qu'il y a un manque de soutien social et peut-être un investissement aussi très fort dans le travail des Français, plus en tout cas que dans la plupart des autres pays de nos voisins européens. Et d'autre part, évidemment, les conditions économiques actuelles font qu'on voit de plus en plus... La crise renforce un peu ce tout à fait. problème. Les deux gros facteurs qui accroissent ces situations-là viennent de là. Donc, il y a un autre phénomène quand même qu'on rencontre de plus en plus dans les entreprises, c'est des situations très limites par rapport à ce qu'on appellerait plutôt des troubles psychologiques, où on est plus sur le secteur, j'allais dire la limite de la maladie. Et c'est pas toujours facile dans les ressources humaines et dans l'entreprise de faire la part, tant du côté des harceleurs potentiels que des harcelés, de ce qui relèverait plus du maladif. Et on voit malheureusement aussi croître tous ces troubles psychiques qui sont vraiment de l'ordre de la maladie, là aussi plus dû aux conditions sociales, environnementales, le fait qu'il y a ce manque de sécurité économique et cette dureté quand même dans les relations sociales qu'on en trouve de plus en plus. Donc on voit effectivement de plus en plus de salariés entre guillemets se plaindre. Il y a un point qu'il faut souligner aussi, il y en a beaucoup qui ne se plaignent pas. Le sujet, j'ai rendu un rapport sur la prévention des risques psychosociaux en mai pour le Conseil économique, social et environnemental, et on voit que c'est encore tabou. Et qu'au fond, il y a d'un côté des gens qui souffrent et qui ne vont pas le dire, et c'est tabou, ils ne vont pas le dire pour des raisons évidentes, ils ont peur de perdre leur travail, donc c'est caché et ça crée beaucoup de souffrance. Et puis d'un autre côté, certains qui à l'inverse vont peut-être se plaindre d'être harcelés alors que ils sont simplement dans une situation de travail où il y a quelque chose qui ne va pas dans leur travail, on le leur dit. Il y a aussi des abus de ce côté-là, il faut quand même le dire. Oui. Voilà. Isabelle Ayash-Reva, vous constatez une envolée des procédures justement pour harcèlement. Ça a tendance à augmenter ou finalement on reste dans Oui, ça a augmenté pour différentes raisons. D'abord parce que certains confrères se sont spécialisés. Voilà, ça a augmenté parce que quand on perd son emploi, on a du mal à accepter une raison objective qui peut être le fait qu'on n'a pas donné satisfaction alors qu'on s'est investi et qu'on ne l'accepte pas et donc on va chercher ailleurs des raisons. Mais tous les dossiers de harcèlement n'aboutissent pas à la condamnation de l'entreprise. C'est quoi la proportion ? Je dirais une condamnation sur 3 dossiers. Et c'est quoi la cause principale ? C'est parce que ces accusations ne sont pas fondées ou c'est parce qu'on a du mal à trouver des preuves ? Non, souvent les accusations ne sont pas fondées parce que si vous voulez en matière de preuve, la charge de la preuve ne repose pas sur le salarié. La procédure est maintenant assez simple. Il suffit pour le salarié d'avancer un commencement de preuve, donc étayer un début, si vous voulez, de démonstration, et l'entreprise doit démontrer que le harcèlement n'est pas fondé. Donc quand les magistrats qui sur ces dossiers-là sont extrêmement studieux, précis, interroge le collaborateur aussi bien dans la juridiction prud'homale que devant la cour d'appel, là je parle de contentieux en matière civile, quand le harcèlement n'est pas reconnu, c'est qu'en réalité il n'y a rien. Ça ne signifie pas qu'il y ait systématiquement de la mauvaise foi. Il peut y avoir de la souffrance au travail parce qu'on a quelqu'un qui a d'autres problèmes à régler, mais ce n'est pas du harcèlement à proprement parler. Doumia Abouzar, c'est difficile de faire la part des choses justement entre le harcèlement et la souffrance au travail ? C'est très difficile et on a tous les cas, c'est-à-dire il y a aussi des fois une confusion. Je pense à une situation qui est relatée dans le livre, qui est une personne obèse qui elle-même ne parle absolument pas du fait que son chef lui a refusé de passer un concours pour être chef dans une salle de restauration. Le chef lui a dit « Mais moi, je veux te protéger. Tu es tellement obèse que ça va être trop dur pour toi. » Et elle intériorise la culpabilité d'être obèse, c'est-à-dire elle adore son manager. Ça ne lui vient absolument pas à l'idée que ça relève de la discrimination. C'est pas du harcèlement cette fois-ci, c'est le même registre. Elle l'intériorise et elle défend son manager pendant très longtemps avant de comprendre qu'elle a la même possibilité que les autres à se présenter parce qu'elle n'a pas à intérioriser ou à présumer le fait que son corps va dégoûter les clients, puisqu'au fond c'est là-dessus que repose. Mais il n'y a pas d'intention de faire du mal à cette salariée.
Le manager est plein de bonnes intentions, il veut la protéger, il prend simplement les préjugés ambiants de la société et il veut protéger cette personne parce qu'il l'aime beaucoup, elle aussi. Et pourtant, quand on développe cette situation, on arrive à la faire parler, à nommer les choses, à montrer comment elle en souffre finalement, comment elle-même ne veut pas se regarder et à guérir cette situation. Et d'ailleurs, maintenant, elle est chef de salle. Bon, mais donc, tout ça est très compliqué parce que, comme ça a déjà été dit, c'est l'effet du harcèlement qui compte. Vous pouvez avoir une entreprise où on vous dit, oui, mais ce sont des blagues. Comment on fait la différence entre une blague sur les femmes les femmes, alors c'est des blagues. Elles ont réussi parce qu'elles ont couché. Elles sont rusées, les femmes. On présente ça comme une caractéristique naturelle aux femmes. On oublie que peut-être elles ont développé de la ruse parce que pendant des siècles, elles n'avaient pas de place dans la société. Non, on le présente comme une caractéristique innée, naturelle, un préjugé. Et donc, on fait des blagues. Alors, à quel moment la blague répétée, elle finit par pouvoir devenir un harcèlement moral, donc là, discriminatoire, puisque là, il est sur un des motifs interdits, parce que ça réduit cette salariée, finalement, alors, ça peut la réduire à son sexe, c'est-à-dire qu'il y a des blagues qui réduisent les femmes uniquement au côté sexuel. Il y a d'autres façons. Il y a la façon de dire « mais toi, tu es un collègue comme un autre, je vois pas que tu es une femme, je peux faire des blagues sexistes devant toi ». C'est encore une autre façon de lui enlever sa dignité. C'est-à-dire qu'on lui dit « je te respecte parce que je ne te vois pas comme une femme ». Donc vous voyez un peu les différentes façons qu'il y a d'atteindre la dignité d'une personne. Voilà. Sylvie Brunet, est-ce qu'il y a des organisations spécifiques dans les entreprises qui peuvent amener au développement de ce genre de comportement ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça a été reconnu, y compris juridiquement, puisque on commence à parler aussi de personnes morales qui peuvent être responsables d'agissements qui nuisent à la santé physique et mentale des salariés. Donc, de plus en plus, alors là, en tant que DRH, c'est ce sur quoi nous appuyons le plus, c'est l'organisation qui compte en amont de tout. Donc, autrement dit, il y a l'individu, la personne, dans une organisation donnée. Et certaines organisations peuvent être pathogènes par la pression qu'elles donnent en termes d'objectifs, quantitatifs ou de... C'est ce qui s'est passé par exemple dans une entreprise comme Orange ou Renault ? Écoutez, on a eu des crises assez on a beaucoup importantes. parlé de ces entreprises et des situations dramatiques que ça a pu entraîner, mais il n'y a pas uniquement ces entreprises, il y a le secteur bancaire aussi où il y a eu beaucoup d'affaires. Et effectivement, à un moment donné, on a mis en avant sans doute des modes managériaux. Et d'ailleurs, dans les plans d'action qui ont été pris après, pour justement qu'il n'y ait plus ce genre de situation dramatique, on a travaillé sur un vrai pacte social avec les organisations. Isabelle Ayache, je le disais tout à l'heure, il y a des choses à faire en matière de prévention. Il y a la prévention, et ça c'est vraiment un sujet qui m'est cher, primaire, donc le plus en amont possible, qui est vraiment sur l'organisation, sur la gouvernance de l'entreprise. Ça veut dire, c'est vraiment prendre au plus haut niveau de l'entreprise en compte ces sujets-là, et pas attendre qu'on soit dans la catastrophe, avec des gens malades. Voilà, il faut que ce soit par du haut, quand il y a quelque chose qui est dénoncé, d'abord toujours à beaucoup de prudence, s'assurer qu'il y a bien une situation de harcèlement ou un problème avec un manager. Donc il faut toujours être très prudent, faire appel à des spécialistes, des experts. N'importe qui ne peut pas agir, mais il faut que ce soit pris en compte au plus haut niveau. Il ne faut pas que la hiérarchie au plus haut niveau couvre, entre guillemets, les situations. Et après, l'organisation elle-même, effectivement, sans le vouloir volontairement, peut agir, en tout cas aggraver ce genre de situation. Et faire, j'allais dire, de managers des harceleurs alors qu'ils ne le voudraient pas au départ, et les transformer en quelque sorte dans cette situation, parce qu'eux-mêmes sont très stressés, on leur demande des objectifs inatteignables, ils n'ont pas les moyens d'accomplir tout cela dans un environnement qui change et avec une pression qui est quelquefois difficile. Donc il faut être très vigilant sur l'organisation. Il y a des soupapes dans l'entreprise aussi, il y a des CHSCT, il y a les représentants du personnel. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des procédures de médiation qu'on n'utilise pas assez. L'article 1152 du Code du travail le prévoit, mais aujourd'hui, ça n'est pas assez utilisé. Et on va soit au contentieux, soit on a avant une situation dramatique. Isabelle Ayache-Reva, vous êtes d'accord avec cette analyse ?
Oui, tout à fait. Et il y a dans les entreprises, en tout cas dans les entreprises d'une certaine taille, il y a des chartes qui ont été négociées, qui ont été signées, qui ont pris pour appui un accord qui a été signé avec toutes les organisations syndicales, donc toutes les organisations syndicales et patronales, cet accord a été décliné au sein des grandes entreprises. Et vous avez des procédures extrêmement précises dans des structures qui comptent 200, 300 salariés. Donc ce ne sont pas des structures énormes, on ne parle pas de multinationales, mais en tout cas, le salarié n'est pas démuni. Ces procédures définissent extrêmement précisément comment le salarié peut déclencher une alerte, comment l'enquête est menée, puisque le CHSCT a la possibilité de tirer la sonnette d'alarme, les délégués du personnel, mais même le salarié tout seul, il n'a pas besoin d'être syndiqué pour s'estimer harcelé et avoir quelque chose à dire. Donc c'est quoi la première étape pour le salarié harcelé? C'est aller voir qui d'abord en premier? C'est d'aller voir, alors ça dépend, enfin qui est son harceleur en réalité. Si c'est son N+1, on imagine bien qu'il ne va pas y aller. Alors dans votre ouvrage, on voit que, je ne sais plus dans lequel des expériences, elle avait laissé 3 ou 4 messages vocaux. Bon, on imagine bien, allô, oui, j'estime que vous êtes mon harceleur. Vous voyez, c'est un petit peu difficile. Lui, il ne va pas dire, ah oui, non, je le reconnais. Bon. Non, mais en revanche, les ressources humaines sont là pour écouter, et c'est ce qu'elles font, et elles font très bien. Donc ce n'est pas un débat qui est syndical dans l'entreprise forcément, c'est pas un débat qui est politique dans l'entreprise, c'est un débat qui est humain, et les ressources humaines font ce travail et le font extrêmement bien. Donc pour rebondir sur l'aspect contentieux, on n'est pas tenu d'aller au contentieux. En principe, on ne devrait aller au contentieux que quand on n'a plus rien réussi à faire d'autre. Et en réalité, si on est au contentieux, c'est que c'est raté. Parce que en amont, s'il y a une situation de harcèlement et qu'on commence à mal dormir, que l'on commence à recevoir des messages, que l'on commence à avoir une idée qui devient une idée fixe, c'est qu'on a un problème. Peut-être personnel, peut-être l'entreprise, mais auquel cas, on va voir les ressources humaines qui, en tout cas, dans les entreprises en tout cas dont nous on a la chance de s'occuper, et c'est quand même j'ai envie de dire, c'est quand même ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises en France, déclenche une enquête. Ça veut dire qu'on va écouter le salarié, on va lui poser des questions précises, lui demander s'il a des mails ou des documents et recevoir le manager. Et surtout, avoir un œil avisé sur l'ensemble du service, parce qu'il est exceptionnel qu'un harceleur se contente de rendre malade un seul individu. Et aussi autre chose qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est que le harceleur, souvent, ignore totalement qu'il est harceleur. Ça aussi, c'est important parce que vous avez quelqu'un qui s'investit, qui pense faire les choses correctement, et vous pouvez avoir l'effondrement d'un manager quand on lui explique que Madame X ou Monsieur Y ont proféré contre lui, et bien finalement des accusations extrêmement graves. Donc tout ça est à prendre avec beaucoup de sérieux, mais c'est ce qui se passe. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vis. Isabelle Ayash-Reva, merci. Je rappelle que vous êtes avocate associée chez Raphaël, avocat en droit social. Dounia Bouzard, merci, auteur de Combattre le harcèlement au travail aux éditions Albin Michel. Et puis Sylvie Brunet, vice-présidente de la DRH. Merci d'avoir été avec nous. Restez avec nous dans un instant. Paris est à vous, continue sur BFM Business.